Salam alaikum tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va poursuivre notre cours des valvulopathie mitrale. Dans cette vidéo on va voir l'insuffisance mitrale. Alors on va se rappeler d'abord un petit peu de l'anatomie de la valve mitrale et son appareil sous-valvulaire. Donc comme vous voyez ici, la valve mitrale est constituée de deux feuillets. On a le feuillet antérieur composé de trois parties on va dire, A1, A2, A3 et le feuillet postérieur qui est composé également de trois parties. On a le P1, P2 et P3. Et cette valve est entourée d'un anneau, c'est l'anneau mitral. Aux deux extrémités, on a ce qu'on appelle les commissures. Alors ces commissures, on a une qui est antéromédiale et une qui est postérolatérale. Alors ces commissures, elles étaient impliquées dans le processus du rétrécissement mitral, surtout lorsqu'il s'agit d'un rétrécissement mitral qui est rhumatismal, causé par un rhumatisme articulaire aigu, bien évidemment. Donc on avait la fusion commissurale, voilà. Et là, donc c'est juste pour se rappeler un petit peu du rétrécissement mitral. Alors, cette valve est reliée aux piliers. Les piliers, ce sont des structures musculaires qui sont directement en contact du myocarde le VG tout simplement. Et elles sont reliées aux piliers par des structures qu'on appelle les cordages. Alors, ces cordages sont des structures fibro-élastiques. On va bien voir pourquoi on parle de cette anatomie, parce que chaque partie peut être la cause à l'origine de cette insuffisance mitrale. Voilà, il faut bien comprendre et mettre ce schéma dans sa tête pour comprendre ce qui va venir. Et du coup, on parle de l'anatomie, mais on doit d'abord définir ce que c'est que l'insuffisance mitrale. Alors, elle est définie par une régurgitation, ou il y a un reflux qui se passe pendant la systole. Pourquoi ça se passe pendant la systole? Parce que normalement, la systole, c'est le moment pendant lequel le VG il va éjecter du sang pour assurer le débit cardiaque. Il va l'éjecter vers l'aorte et non pas loger. Et donc, si on a cette insuffisance, la valve, elle a perdu son étanchéité, elle est devenue, insuffisante, on aura ce reflux. Pendant la systole, le VG, normalement, il va éjecter vers l'aorte. Alors que il y a une petite partie qui va passer dans l'OG. Donc c'est ça l'insuffisance. C'est que ça, il y a un reflux qui normalement ne doit pas se passer. Voilà. Le sang, il va régurgiter le ventricule gauche vers l'aorte, l'OG. Voilà. C'est à cause d'une perte d'étanchéité de la valve mitrale. Les étiologies, on va les citer tout de suite. Mais on doit d'abord bien sûr voir cette classification. C'est la classification de Carpentier. Il a classé, pourquoi? Enfin, il a classé cette insuffisance mitrale en trois types. Mais selon le mouvement valvulaire. Il faut bien comprendre. Il a classé la pathologie insuffisance mitrale en trois types selon le mouvement. Il a pris en considération le mouvement valvulaire, le mouvement des feuillets. Voilà. Alors le premier type, on a le mouvement qui est normal, mouvement valvulaire normal. On va se dire, mais comment le mouvement il est normal, mais on a une insuffisance? Et bien c'est simple, c'est lorsqu'on a une dilatation de l'anneau. مثلا تكون عندنا une dilatation de le VG. Le cas de la cardiomyopathie dilatée, dans ce cas, le VG va se dilater. Et donc, l'anneau mitral relié à le VG tannique, il va le dilater, il va provoquer cette insuffisance mitrale. On peut l'appeler aussi une insuffisance mitrale fonctionnelle, parce qu'il n'y a pas vraiment une atteinte ou la décalcification ou de la structure lésée ou de la rupture de cordage. Parce que donc voilà, ça c'est une dilatation de l'anneau. Premier type. Ou là, une autre cause qui est la perforation par endocardite. Alors l'endocardite, c'est l'inflammation de l'endocarde qui est causée surtout par des bactéries, endocardite infectieuse. Elle va provoquer des lésions de végétation, d'ulcération, d'absédation. Donc c'est des lésions mutilantes en relevant. Ils vont provoquer cette insuffisance mitrale, mais le mouvement valvulaire il est normal, voilà. Et l'endocardite infectieuse, on va voir tout de suite, Yannick, c'est la cause la plus fréquente, les insuffisances mitrales aiguës. Voilà. Deuxième type. Le deuxième type, on a un mouvement valvulaire qui est important. Voilà. Donc, on a une augmentation du jeu, les feuillets qui bougent, voilà. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes qui vont aboutir à une augmentation du mouvement, un mouvement excessif? On a tout d'abord le prolapsus. Alors, le prolapsus, c'est quoi? On va bien l'expliquer encore une fois. Les étiologies, on va détailler tout. Alors, prolapsus, c'est-à-dire il y a une protrusion. La valve, هتكون حاصلة في l'OG. Pour très simplifier l'explication, le prolapsus, protrusion. Un feuillet, il va rester, ou là, une partie de la valve, elle va rester في لوجي. دونك تقعد طالعه الفوق، ما راهيش مغلوقه كومبليتمون. كي ما راهيش مغلوقه كومبليت، كتخلي
une surface où à travers elle la surface le sang il va régurgiter depuis le VG vers l'OG. D'accord. Deuxième cause, c'est la rupture des cordages. La rupture des cordages. Alors, les cordages. Donc, les cordages, normalement, ils ont la valve, mais les piliers. C'est des structures qui vont permettre de stabiliser cet appareil. Voilà. Donc, si on a une rupture d'un cordage, les mouvements sont anarchiques. Voilà. Encore. Ou il y a une élongation. يعني كي تكون عندك élongation مثلا هم les cordages راهم bien شادين روحهم سي دي structures فيبرو élastique زعما كيما ان élastique يكون شاد روحو بصح à force on va les tirer à force هيتجعد. هذه هي يعني le mot qui va bien expliquer tout ça. Donc il va perdre son élasticité, il va plus supporter le volume ou l'épaisseur on va dire technique de la valve. Donc il va la laisser elle va bouger n'importe comment. Dernier type, c'est le troisième type. Dans ce cas, on a un mouvement restreint. Les valves ne bougent pas bien. Alors, là, on va comprendre. Surtout, on a de l'inflammation. L'inflammation, c'est le cas le rhumatisme articulaire aigu. Donc, deux en sous-petit type. On a le 3A et le 3B. Le 3A, on a donc le rhumatisme articulaire aigu, qui est la cause la plus fréquente, notamment dans les pays qui sont en voie de développement, on va dire, même chez nous. Théoriquement, ça reste la cause la plus fréquente des valvulopathies en général, que ce soit mitrale ou aortique, même si cette pathologie n'est plus vraiment fréquente. Il y a le rhumatisme articulaire, mais théoriquement, voilà, lorsqu'on étudie ces cours-là, on dit que ça reste la cause la plus fréquente. D'accord. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va se passer? On a l'inflammation. Les valves sont inflammées, les cordages sont inflammés. Une rétraction. J'utilise les termes pour bien comprendre. Donc, 3B, dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir de l'ischémie. L'ischémie qui va toucher n'importe quelle artère, et cette artère, elle fait la vascularisation d'un pilier, parce que le pilier, c'est un muscle. Il doit être vascularisé pour qu'il puisse assurer ses fonctions. Il donne la stabilisation à bien la valve. Il a une ischémie, il va plus fonctionner. Ischémie, tout simplement, il va perdu. Donc, il va y avoir de la nécrose qui va le toucher. C'est comme les autres parties qui vont être lésées dans un syndrome coronarien aigu. C'est le ventricule ou n'importe quel. Voilà. Donc, il va provoquer une traction des cordages. Et du coup, il va perdre les mouvements vont être restreints. Voilà. Alors voici les étiologies qui vont être à l'origine d'une insuffisance mitrale. Donc ces étiologies, on va les diviser en deux. Soit ils vont donner une insuffisance mitrale aiguë, ou il y a une insuffisance mitrale chronique qui se développe petit à petit. Alors dans le cas où on a une insuffisance mitrale aiguë, elle a deux. C'est très simple. Soit l'endocardite infectieuse, c'est la cause la plus fréquente, ou là, un syndrome coronarien aigu, ou là, on va dire IDM, infarctus du myocarde. L'endocardite infectieuse, elle va provoquer, c'est simple, on a le mécanisme, ce sont des lésions mutilantes, elle va provoquer des abcès, perforations, déchirures, complètement, il y a une aiguë, voilà. Brutalement, l'insuffisance. Le syndrome coronarien aigu technique, on l'a expliqué, parce qu'on a une ischémie, bien évidemment. Le pilier, il va plus fonctionner, il va y avoir de la nécrose. Il peut se rompre, il peut y avoir la rupture, il y a une complètement. Surtout le pilier postérieur, lorsqu'on a un syndrome coronarien aigu dans le territoire inférieur ou l'inféro-postérieur, qui est ce qui va causer cette insuffisance mitrale aiguë. Donc, on a les deux causes. Dans le cadre d'une insuffisance mitrale chronique, on va les diviser les étiologies en causes primaires ou organiques qui vont toucher l'appareil valvulaire en elle-même ou en lui-même, ou une insuffisance mitrale chronique secondaire. Alors, on va d'abord commencer avec les causes secondaires. C'est très simple, il n'y a pas grand chose à dire. Secondaire, on a d'autres pathologies qui ont touché d'autres structures. Une CMD qui a la cardiomyopathie dilatée, qui va dilater le VD, ça va dilater l'anneau, et donc on va tomber dans une insuffisance mitrale secondaire ou la fonctionnelle. On a une ischémie, voilà, qui se fait progressivement. C'est pas vraiment une ischémie, c'est donc on a chronique, on va dire. Une FA chronique, qui trouve une fibrillation auriculaire chronique. Elle va dilater l'OG. Elle peut dilater avec elle l'anneau mitral. Donc, on a une
insuffisance mitrale fonctionnelle atriale, parce qu'elle est liée à une cause auriculaire. Alors, les causes primaires ou la organiques, on a donc deux pathologies. On a soit la dégénérescence myxoïde ou là la dégénérescence fibroélastique. Alors, on va essayer de comprendre. Lorsqu'on a une dégénérescence myxoïde, c'est le cas de la maladie de Barlow. C'est quoi cette maladie? Alors, dans ce cas, non, la structure qui fait sur le plan anatomopathologique, on a des valves qui sont très redondantes, qui sont épaisses, qui ont perdu leur finesse, et elles sont ballonisées. On a reconnu c'est quoi la ballonisation? C'est le prolapsus. La valve je vais essayer de vous schématiser ça. Alors, à l'état normal, les valves elles sont comme ça. Elles sont fermées, normales, voilà, les VG en bas, et on a le foura logé, d'accord? Alors que dans cette maladie de Barlow, les valves, elles sont déjà très épaisses, voilà, vous comprenez. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça a une protrusion. Bah, une partie, elle est normale, alors qu'une partie, elle va rester, voilà, elle va rester le fourra. Ok. Une surface, oui, il va le sang régurgiter à travers. On a le VG et le fourra, c'est logé, d'accord? Donc, une partie, le fourra, c'est une protrusion, le mécanisme. Donc, du coup, la valve ne se ferme pas complètement avec l'anneau. Dans une forme évoluée, on aura une rupture des cordages. Parce que ça devient on est très épais. Et les cordages, ils sont fins. Et donc, ils vont plus supporter la valve qui est très épaisse. Elle est très redondante. Donc, ils vont se rompre. Et là, c'est très grave. Alors, cette pathologie, elle touche surtout, le mécanisme, il est surtout fréquent chez les femmes qui sont jeunes. À un stade évolué, on va l'appeler maladie de Barlow. D'abord, c'est une dégénérescence myxoïde des valves redondantes, mais à un stade ultime, on aura cette maladie de Barlow. Alors, dans la dégénérescence fibroélastique, on a des valves qui sont plutôt fines, elles sont normales, elles sont pas épaisses. Là, on aura des cordages qui sont étirés, des cordages étirés. Qu'est-ce que le cordage étiré? On a les cordages, le schéma précédent. Les cordages, normal. Bon, avec la valve, on va dire. Et les cordages, comme la valve, le pilier de voilà. Voilà, les cordages qui relient la valve au pilier. Alors que lorsqu'on a des cordages qui sont très étirés, ou la valve la valve la structure elle est altérée, voici. Donc complètement. Donc ils peuvent se rompre, voilà, c'est une rupture, on aura une rupture, donc on aura une IM. Donc la valve elle va se prolaber comme le Barlow. À la fin, elle va devenir comme ça. Alors, vous pouvez voir les schémas, j'essaie juste de simplifier comme ça, elle va rester comme ça, les valves qui sont comme ça, elle a une partie des donc voilà, c'est comme ça, on va essayer de dire comme ça, voilà. Et donc elle va se prolaber, donc par la suite elle va donner, comme le Barlow. Alors ce mécanisme de la dégénérescence fibroélastique touche beaucoup plus les sujets âgés et du sexe masculin. D'autres causes qui peuvent provoquer une insuffisance mitrale, bon, on les a citées, le rhumatisme articulaire aigu qui est la cause la plus fréquente chez nous, l'endocardite infectieuse qui se développe d'une manière chronique, on va dire, ou la chronique primaire parce qu'elle va altérer la valve elle-même, d'accord? Rupture d'un pilier ischémique, des calcifications, causes iatrogènes, des malformations congénitales. Donc voilà, hadia en général, ou là, donc il y a, voilà, ce qu'on peut dire sur les étiologies, voilà. Physiopathologie. Alors, sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on peut dire, on a divisé IM aigu, IM chronique, dans le cadre d'une insuffisance mitrale aiguë, où je vois la symptomatologie majeure. Alors, puisque c'est un process qui est brutal, les cavités gauches n'auront pas le temps de se dilater. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'oreillette et au niveau du VG? Parce que ce sont les deux cavités qui sont impliquées. Donc, en systole, le VG il va éjecter du sang vers l'aorte normalement. Mais en même temps, il y a une partie qui va être régurgitée. Et d'un seul coup, c'est brutal, l'OG n'aura pas le temps de se dilater. Le mécanisme majeur au niveau des deux cavités, et l'OG et le VG. On aura l'augmentation des pressions. Au niveau de l'OG, on aura augmentation très importante des pressions qui va être transmise rapidement vers les capillaires pulmonaires à l'origine d'un œdème pulmonaire aigu. Voilà, un OAP aigu. Alors qu'au niveau du VG, le VG tannique, d'un seul coup, il y aura une augmentation de la pression télédiastolique du VG, donc une insuffisance brutale. Il ne pourra plus maintenir le débit cardiaque
et donc on aura une chute, ce qui peut donner et provoquer un choc cardiogénique. Et ça, c'est très grave. Voilà. Donc surtout, on a un OAP brutalement, voilà, et transmission rapide vers les capillaires pulmonaires. Au niveau pulmonaire, on aura une inondation. Et en aval de la valve, on aura technique une augmentation de la pression télédiastolique du VG, ce qui va aboutir malheureusement à une chute aiguë, le débit cardiaque, un état de choc tout simplement. Sur le plan lorsqu'on a une insuffisance mitrale chronique, alors dans ce cas, on a de la compensation, c'est simple, hein, donc heureusement, mais malheureusement cette compensation ne va pas durer à un stade ultime. Si on n'a pas de prise en charge, ben on aura ils vont tous lâcher, toutes les structures qui sont impliquées dans la compensation vont lâcher. D'abord, le VG. Bon, on va parler d'abord de l'OG. Elle va se dilater progressivement. L'OG, elle va se dilater progressivement et elle va petit à petit perdre sa structure, bien évidemment. C'est comme le cas du rétrécissement mitral, il va perdre son architecture, et donc on aura ce qui va aboutir à de la fibrose, et la fibrose, bien évidemment, elle va provoquer des troubles du rythme à type d'extrasystole auriculaire qui sont très bénignes. Sinon, dans un cas très grave, c'est la fibrillation auriculaire, et qui est bien sûr, qui peut se compliquer d'événements thromboemboliques qui sont donc les complications les plus redoutables. Ça, c'est au niveau de l'OG. Alors qu'au niveau du VG, d'accord, donc ça c'est au niveau de l'OG, au niveau, bien sûr, avec augmentation de la pression capillaire pulmonaire, qui est beaucoup plus moindre. Elle est beaucoup plus moindre, l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire, et tout le process de l'OAP. Alors, le ventricule, qu'est-ce qu'il va faire le ventricule? Le ventricule, il éjecte du sang, pendant la systole. Alors que pendant la diastole, il va se remplir normalement. Lorsqu'il se remplit, il va recevoir du volume à travers l'OG, à travers la valve mitrale, depuis l'OG plutôt. Mais le volume est beaucoup plus important que d'habitude. D'habitude, il reçoit par exemple 30 cc. Alors que lorsqu'on a une insuffisance mitrale, il y a un reflux. Avec le reflux, donc par exemple, on va dire 40, 45. Petit à petit, il va se dilater. Ça, c'est lorsqu'on suit la loi de Starling, qui est la base de notre physiopathologie. Il va se dilater progressivement. Mais lorsqu'il se dilate, écoutez, donc là, dans les insuffisances, on a une dilatation qui prédomine, mais on a une petite augmentation de la contractilité. Lorsqu'on dit augmentation de la force de contraction, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a de l'hypertrophie. Oui, donc on a une certaine augmentation de cette force, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'hypertrophie. C'est la dilatation qui prédomine. D'abord, il va essayer de s'hypertrophier, voilà, pour éjecter, En fait, le but, c'est de maintenir le débit cardiaque. C'est ça. Il ne faut pas tomber dans le choc. La majeure, le but ultime dans l'insuffisance mitrale chronique, c'est de maintenir le débit cardiaque. Donc il doit augmenter sa force de contraction. Donc on aura l'impression d'avoir une hypertrophie, mais en réalité cette hypertrophie ne va pas durer. C'est la dilatation qui prédomine, parce que c'est une surcharge volumique et non pas barométrique ou de pression. Voilà. Très bien, donc ça, à un stade ultime, bien évidemment, on aura augmentation de la pression télédiastolique au niveau du VG, avec baisse du débit cardiaque, baisse de la contractilité, et ça nécessite une prise en charge très rapide, voilà. Voilà. Alors, on a les petits points qu'il faut garder. Il n'y a pas d'HVG, il y a de la dilatation. Certes, il y a une augmentation de la force de contraction, mais pas d'hypertrophie. On a également une augmentation. Donc, normalement, dans cette pathologie, on a une augmentation du volume d'éjection systolique. Parce qu'on a dit, il reçoit beaucoup de volume qui provient de l'OG. Et il doit donc éjecter le volume, donc il augmente sa contraction, son éjection. Donc ici on essaye de calculer ou là de voir le volume éjecté, et on va le trouver important. Ah ouais, supérieur à 60%. Il y a la FE, la fraction d'éjection, lorsqu'on la calcule par l'ETT, on va trouver qu'elle est supérieure ou égale à 60%. Ça témoigne de la compensation, ça c'est bien. Mais lorsqu'on la trouve basse, inférieure à 60%, là on se dit que apparemment les mécanismes de compensation sont en train de lâcher. Donc là, ça nous inquiète. Voilà. Alors, sur le plan physique, sur le plan clinique, on va dire, bien évidemment, le patient il va venir pour quel symptôme? C'est la dyspnée. La dyspnée qui s'installe d'une manière progressive.
Également, on a de la fatigabilité à l'effort. Dans certains cas qui sont très graves, il y a des troubles du rythme, notamment la FA, on aura des événements thromboemboliques. Il peut venir pour donc une perte, donc une atteinte neurologique, on va dire, pour généraliser. Voilà, les symptômes les plus importants, on va dire. Il y a pas, on peut avoir également des palpitations, bien sûr, qui témoignent qu'il existe des troubles du rythme. Voilà, on aura des signes d'insuffisance. Des signes d'insuffisance, et donc c'est surtout, on va les objectiver à travers l'examen clinique. Donc, l'examen physique, à l'inspection, on a des signes d'insuffisance cardiaque, surtout droite, on va dire, si c'est un stade très évolué, ça va altérer aussi les cavités droites aussi. Voilà, parce que la transmission de cette hyperpression, elle se fait d'une manière importante, on va dire. Sinon, à la palpation, on aura un frémissement. Un frémissement qui témoigne qu'il existe un souffle, voilà, un frémissement au niveau du foyer mitral, avec bien sûr un choc de pointe qui va être augmenté et qui est dévié en bas et en dehors. Ça témoigne de la dilatation du VG. Alors, l'auscultation, c'est le temps que l'éterne, bien évidemment. On aura la chose la plus importante, c'est le souffle. C'est ce qui va permettre de poser le diagnostic de l'insuffisance mitrale. Donc, on aura un souffle. Il est comment ce souffle? Il est holosystolique. Voilà. Il commence avec le B1 et il se termine avec le B2, jusqu'à B2. Alors, ce souffle, il est en jet de vapeur. Il est situé au niveau du foyer mitral. Il irradie vers l'aisselle gauche et parfois même jusqu'au dos et au niveau du sternum. Son intensité, alors... En fait, son intensité, elle varie. Elle varie selon le volume régurgité. S'il est important, on aura bien sûr un souffle très important. Sinon, c'est un souffle normal. Voilà. C'est vrai, là, c'est mentionné fixe. Mais ouais, il varie avec le volume. Il varie avec le volume régurgité. Mais, Kimarona, l'intensité ne témoigne pas de la gravité. C'est la durée qui reflète mieux la sévérité de la valvulopathie. Voilà. Il y a n'importe quelle valvulopathie. D'accord. Alors, on aura technique d'autres bruits. Voilà. Donc, on aura le clic. Le clic qui est mésosystolique. D'accord. Alors, ce clic-là, ça veut dire quoi? Il y a un claquement systolique normal. On va le trouver en mésosystole, on va dire. Ensuite, on aura technique un roulement diastolique mitral. Ça veut dire quoi? On dit, normalement, il y a une insuffisance mitrale. Pourquoi on a ce roulement? Alors, ce roulement, ça témoigne qu'il y a un hyperdébit, tout simplement. Il y a beaucoup de volume qui passe à travers la valve mitrale, donc ça donnera un roulement, tout simplement. Voilà, on a un B3, le B3 et le B4. Surtout là on parle d'un B3, il traduit une augmentation de la pression auriculaire gauche avec une baisse de la contractilité ventriculaire. Autrement dit, une insuffisance cardiaque gauche. Le B3, voilà, c'est le galop qui est protodiastolique. Ensuite, on a l'éclat de B2 lorsqu'on a bien évidemment une hypertension artérielle pulmonaire, un souffle éjectionnel au niveau du foyer pulmonaire. Il y a plusieurs signes auscultatoires qu'on pourra objectiver. Voilà. Alors, sur le plan électrique, le CG, donc quelles sont les deux structures qui sont altérées? Bien évidemment, c'est l'oreillette gauche et le VG. L'oreillette gauche, elle va donc, à travers le CG, on va voir qu'il y a une hypertrophie, même si on a dit le mot hypertrophie, c'est un terme électrique qui ne dit pas forcément qu'il y a de l'hypertrophie, c'est-à-dire lorsque je dis hypertrophie ventriculaire gauche, on a dit il n'y a pas d'hypertrophie. Sur le plan histologique, on va dire, il n'y a pas d'hypertrophie. Mais sur le plan électrique, on parle d'une hypertrophie. On ne peut pas dire une dilatation. Adoma, c'est des termes qui sont fixes. Voilà. Donc, on a de l'hypertrophie auriculaire gauche. Alors, l'hypertrophie auriculaire gauche et une hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, l'hypertrophie auriculaire gauche, c'est à travers l'onde P. Alors, les oreillettes, la contraction de c'est à travers l'onde P. Sur le plan électrique. Donc, D2. Alors là, il faut pas lire ça, c'est faux. Donc, D2, V1. C'est les deux l'hypertrophie. Alors, D2, c'est une onde qui est en double bosse. Et elle est les bifide. Voilà. Donc, sur la dérivation V1, c'est une onde qui est diphrasique. Diphrasique, il y a haka. Voilà. Elle est diphasique, une partie qui est positive et une partie négative. Et on a surtout la partie négative qui est beaucoup plus importante. Donc, on a une négativité traînante.
Et du coup, on aura un index de Morris qui est important, qui est supérieur à 0,04 secondes, si on le calcule. Voilà. Donc ça, c'est l'oreillette gauche. En ce qui concerne le ventricule gauche, on a une surcharge diastolique, une surcharge de volume. Comment on va l'objectiver? Donc, bien évidemment, on a les indices qui vont être très élevés, notamment l'indice de Sokolov qui va être supérieur ou égal à 45 mm. Et la surcharge diastolique, je vois le V5, V6. V5, V6, où je vais une onde Q, présence d'une petite onde Q, et avec une onde T positive et ample. Voilà, la surcharge. Très bien. On aura techniquement on a des troubles de l'excitabilité, extrasystole, flotteur, complètement une fibrillation auriculaire. Tardivement, dans un stade très avancé, on peut avoir une surcharge du ventricule droit, parce qu'on a la transmission, elle se fait vers les capillaires pulmonaires, on va même l'artère pulmonaire. Donc là, ça témoigne d'une hypertension pulmonaire qui a aggravé, l'éjection, là, qui a altéré l'éjection le ventricule droit. Donc il va perdre sa contractilité, et du coup, on aura cette surcharge biventriculaire entière. Voilà. La radiographie pulmonaire. Bien sûr, on a l'existence d'une dilatation de l'OG et le VG. L'existence de la dilatation de l'OG, comment on va la voir? C'est en fait l'arc moyen gauche qui va être dilaté. La dilatation du VG, c'est plutôt un arc inférieur gauche qui est dilaté. Bien évidemment, il est allongé avec une pointe sous-diaphragmatique. Voilà. Alors que la dilatation de l'OG, on a deux structures, on a deux deux choses qu'il faut voir. C'est l'arc moyen gauche qui va être convexe et l'arc inférieur droit, en double bosse. Aspect en double bosse. D'accord? Donc, on a comme si un aspect de cardiomégalie. Un aspect de cardiomégalie parce que dilatation de l'EVG, elle va montrer que le cœur, il est augmenté de volume. Voilà. Parce que la pointe, elle est sous-diaphragmatique également. Voilà, on pourra avoir également des signes de surcharge pulmonaire, des signes de congestion, à un stade très évolué d'insuffisance cardiaque gauche, une stase véno-capillaire, un syndrome alvéolo-interstitiel, avec, bien sûr, dans certains cas, un œdème complètement alvéolaire. Le TT, l'examen qui va nous permettre de poser le diagnostic, c'est un examen systématique. Alors, on va voir l'aspect de la valvulopathie, les étiologies. Bien sûr, on peut voir n'importe quelle étiologie, rupture de cordage, élongation, dilatation de l'anneau, endocardite infectieuse. On peut voir, plusieurs mécanismes. On peut calculer la dilatation du VG, la FE bien évidemment, quantifier la fuite et surtout apprécier le retentissement pour qu'on puisse prédire le pronostic du patient. L'UTO, examen systématique pour le bilan pré-op toujours, pour voir est-ce qu'il existe des thrombus à l'intérieur de l'oreillette gauche, voir le mécanisme, parce qu'on avait dit, le TO c'est un examen très important parce qu'il est très proche, très proche. On va introduire une sonde, et elle compte très proche de l'oreillette gauche, parce que l'oreillette gauche elle n'est pas exposée, les autres structures, contre directement en antérieur, elle est plutôt postérieure, du coup on va mieux la voir à travers le TO. Comment prendre en charge une insuffisance mitrale? D'abord, on a le traitement médical, le traitement symptomatique. Alors, ce sera un traitement de l'insuffisance cardiaque qu'on connaît, c'est-à-dire des diurétiques, notamment furosémide pour, bien évidemment, une insuffisance mitrale aiguë dans un cadre d'un œdème aigu du poumon. C'est brutal, il y a de la congestion avec des dérivés nitrés. Sinon, c'est une IM chronique, mais pour réduire cette congestion et ces œdèmes. Et également, donc d'autres traitements, on a les IEC, les glyphosines. Voilà, ça c'est pour diminuer et traiter le remodelage du VG pour prévenir l'insuffisance cardiaque complètement. Il y a un stade très grave. Également, on a des bêta-bloquants. Alors, les bêta-bloquants, on peut les donner pour traiter la FEVG, pour, si on a une FEVG diminuée. Voilà, c'est un traitement qui fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Mais surtout, lorsqu'on a une FA, une fibrillation auriculaire, pour ralentir la fréquence cardiaque. Et enfin, on a les anticoagulants techniques, selon bien sûr le score de SHA2D2F de VASC. C'est le score qui va permettre de voir le risque, on va dire, thromboembolique du patient lorsqu'il a une fibrillation auriculaire.
Voilà, هادوما les traitements en général, avec une prophylaxie bien évidemment de tout ce qui est pathologie endocardite infectieuse, rhumatisme articulaire aigu. Le traitement curatif, ce sera un traitement chirurgical ou la technique percutanée. On va expliquer. La première intervention à proposer, c'est la plastie mitrale. La plastie mitrale, c'est une chirurgie conservatrice. Elle va permettre de réparer seulement la valve. Yani, on va la garder, on va rien faire, on va pas la remplacer, on va juste la traiter, yani, voir, suturer une partie, corriger ça, yani, voilà. Qui nécessite bien évidemment un chirurgien qui est expérimenté. Alors, par contre, la plastie mitrale, on ne peut pas la faire sans qu'il y ait une ETO yani, en pré-op et yani, pour voir et vérifier l'étanchéité de la valve. Voilà, pour suturer avec précédé d'une ETO, yani, pour vérifier l'étanchéité de la valve. Est-ce qu'il y a pas de calcification? Yani, mais je connais des calcifications, mais je connais la valve très redondante, très grave, très épaisse, yani, elle a perdu complètement son anatomie. Dans ce cas, on peut pas la corriger, on peut pas la conserver, on peut pas voilà, faire la réparer tout simplement à travers, par une plastie mitrale. Ce sera un remplacement dans ce cas. Le remplacement, alors, soit un remplacement chirurgical normal, là, lorsque le patient il est bien, c'est pas un patient très fragile, on peut faire le remplacement, soit à travers, par une valve qui est biologique, ou là, une valve mécanique, mais qui nécessite des AVK à vie, anticoagulation à vie, parce qu'on a un risque de thrombose de prothèse. Voilà, donc ce sera selon l'âge du patient, la fragilité, ou est-ce qu'il peut supporter les anticoagulants. Voilà, yani le choix de la valve, ce sera yani discuté entre le médecin et le patient. Voilà. Sinon, si le patient il a un risque très élevé, un risque opératoire trop élevé qui contre-indique la chirurgie, dans ce cas, on pourra lui proposer un autre type de chirurgie ou là d'intervention, on va dire, qui va être surtout par voie percutanée. Donc c'est une technique qui est utilisée en cathétérisme cardiaque, c'est la mitraclip. On va poser un clip qui va réunir les deux feuillets de la valve afin de diminuer le volume de la fuite. Voilà. Donc c'est ça, on peut dire trois moyens de correction, de traitement définitif ou la curatif de la valve. Soit, voilà, c'est ce qui est meilleur, c'est de garder la valve et ne pas la remplacer, c'est de seulement la réparer, c'est la plastie mitrale, chirurgie conservatrice, ou la chirurgie de remplacement, soit par voie chirurgicale normale. Dans ce cas, le patient il est vraiment bien, voilà, sur le plan clinique, on va dire, il peut supporter. Voilà, yani, il peut supporter un sujet jeune, plutôt jeune, plus ou moins jeune, on va dire. Sinon, si le patient il est vraiment fragile, il peut pas supporter l'opération, elle est très grave pour lui, elle est très lourde, voilà. Dans ce cas, on va se diriger vers la plastie mitrale. Alors, on dit que même si parfois le patient il est asymptomatique, une insuffisance mitrale sévère, le patient il est asymptomatique. Yani, qui on asymptomatique, c'est-à-dire il ne présente pas de dyspnée, voilà, il n'est pas dérangé dans sa vie quotidienne. Parce que le patient, quand est-ce qu'il consulte? Lorsque les signes ils le dérangent. Yani, oui, ça provoque une gêne dans la vie quotidienne. Dans ce cas, il va venir consulter. Mais lorsque le patient est normal, il vient bien. Pardon, il vient pas pour consulter. Yani, on fait un examen yani, quotidien et on voit qu'il y a des critères qui nécessitent une opération, telle qu'une fraction d'éjection inférieure ou égale à 60%. Normalement, le volume d'éjection, la fraction d'éjection du VG, elle est importante pour l'insuffisance mitrale, parce qu'il y a beaucoup de volume. Donc, normalement, elle est importante. Là, c'est pour compenser. Mais lorsqu'on a une baisse de la fraction d'éjection, c'est-à-dire le patient il va décompenser à tout moment. C'est-à-dire, il faut l'opérer. Voilà. Lorsqu'on trouve une dilatation importante à l'OG ou le VG, une pression importante, pression artérielle pulmonaire, une atteinte, elle va commencer l'atteinte droite, ou là une FA récente. Dans ce cas, il faut l'opérer même s'il est asymptomatique. Voilà. Voilà. Alors, c'est tout par rapport à ce cours. J'espère avoir été clair. On a fait le tour bien comme il le faut. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous trouvez n'importe quelle erreur, veuillez me corriger, m'excuser dans les commentaires. Sinon, je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.